bienvenue à tous et à toutes à cette table ronde qui porte sur le travail et l'expérimentation institutionnelle. Est-ce que ça mène, oui ou non, à du better work, c'est-à-dire un travail de meilleure qualité? Donc, on a des intervenants ce matin, 4 excellents intervenants qui vont réfléchir avec nous sur ces questions critiques-là. Et c'est quand même une marque de commerce du groupe. Hein. On s'est lancé dans cette expérience-là d'essayer de contribuer à définir ce que c'est le meilleur travail et comment les acteurs peuvent utiliser leurs ressources de pouvoir pour arriver à faire du better work. Donc, ce matin, on est en mode webinaire. Donc, vous allez devoir poser vos questions par écrit. Il y a une section questions et réponses et je pourrai faire l'intermédiaire là, pour adresser vos questions de relance. Donc, on a posé en fait 4 questions à nos intervenants ce matin. Et ils vont intervenir à tour de rôle. On a d'abord Philippe Barré, qui est professeur à l'École de relations industrielles à l'Université de Montréal. Louise Boivin, qui est à l'Université du Québec en Outaouais. Bienvenue, Louise. Dalia Jésuadi-Fecteau de l'UQAM. Donc, bonjour Dalia. Et par téléphone, ce matin, parce qu'il y a des pannes Internet au Québec, on a Urvana Kwako. Bonjour Urvana, tu nous entends? Bonjour. Oui, très bien. Merci. Donc, on va y aller une question à la fois. Chacun des intervenants va intervenir sur les 4 questions différentes. Et je vous rappelle que vous pouvez adresser les questions dans la section questions et réponses pour tous les gens qui nous écoutent. Donc, la première question, je la lis pour le bénéfice des auditeurs. La première question, en vous appuyant sur un aspect particulier de votre recherche. Donc, vous nous indiquerez qu'est-ce qui, selon vous, contribue à l'amélioration ou à la détérioration du travail? Donc, pour cette première question, peut-être on va commencer par Philippe. Oui, merci Mélanie et bonjour tout le monde. Donc, le cas d'expérimentation ou les cas, vous verrez, ce n'est pas nécessairement limité à un objet ou à une institution, va porter sur plusieurs enquêtes en fait à l'intérieur d'un même programme de recherche qui porte sur l'étude du travail des artistes professionnels au Québec. Et j'ai choisi d'aborder cette fois-ci, on a 2 minutes environ, plutôt un aspect lié à la dégradation des conditions de travail. Pas exactement la dégradation, mais la question que je me pose, c'est pourquoi, d'une part, au cours du temps, c'est-à-dire d'une histoire relativement longue, 10, 20 dernières années, pourquoi les conditions socio-économiques, notamment des artistes, ne s'améliorent pas au cours du temps. Individuellement aussi, pourquoi au cours d'une carrière d'une artiste professionnelle, leurs conditions socio-économiques aussi ne s'améliorent pas. On commence avec un salaire annuel assez faible et on arrive en bout de carrière en fait avec un salaire et des conditions de travail qui se sont dégradées en fait par rapport à l'entrée sur le marché du travail. La question c'est pourquoi. Je pourrais parler 20 minutes de ça, j'en ai déjà moins de 2. À l'évidence, la question du statut de l'artiste, et mes 2 collègues juristes ici auraient sans doute des choses plus importantes et plus pointues que moi à dire à ce sujet, mais le statut de l'artiste, le régime légal en fait qui est censé protéger les artistes, le fait de manière très imparfaite en fait et très incomplète. La question, le pourquoi justement. Moi, je pense que fondamentalement, ce qui ressort beaucoup de ce programme de recherche, c'est ce que j'ai appelé finalement des facteurs d'invisibilisation. Je suis confus pour les interprètes, là, des facteurs qui créent de l'invisibilité justement vis-à-vis du travail d'artiste, c'est-à-dire des composantes essentielles de ce travail apparaissent totalement invisibles, d'une part aux yeux de la loi, dans le cadre de ce statut, mais aussi plus largement en fait aux yeux de l'action publique en général. Je pense notamment au Conseil des arts, qui sont des organismes en fait essentiellement subventionnaires. 3 facteurs d'invisibilité, je développerai pas ça plus que ça, j'ai pas le temps. Premier facteur d'invisibilité de leur travail, ce qu'on ne voit pas quand on pense au travail d'artiste. Premier élément, la nature systémique de leur travail et surtout de leur interaction. Ce ne sont pas des
travailleurs isolés, c'est des travailleurs qui sont en lien de dépendance étroite en fait, avec toute une série d'autres professionnels, pas seulement des artistes, mais des producteurs, etc. Les conseils des arts, justement, toute une série d'acteurs dont ils sont étroitement dépendants. Deuxième facteur d'invisibilité, je pense que leur précarité, appelons ça comme ça simplement, leur précarité vient aussi de l'invisibilité de leur activité elle-même, qui est souvent mal comprise. Je développerai ça tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut entendre par activité artistique? Un travail pluriactif, hyper flexible, des carrières d'un type particulier. Et enfin, un troisième et dernier facteur d'invisibilité, c'est tous les principes de sens. Tous les facteurs, toutes les catégories, je dirais, subjectives que les artistes eux-mêmes associent à leur travail. Et c'est, je pense, un facteur évidemment de précarisation. Pourquoi? Parce que très souvent, et notamment, encore une fois, si on regarde l'action publique qui est mobilisée en faveur des artistes, on comprend mal, en fait, là où l'importance est mise, tout ce qui touche à la place de l'artiste dans la société, l'expressivité. Je développerai ça tout à l'heure. On nous a demandé de faire une introduction et pas de faire un développement à ce stade. Donc, les facteurs, ces trois facteurs d'invisibilisation du travail d'artiste, là, ça m'apparaît comme le principal facteur ou registre de facteurs là, de dégradation de leurs conditions de travail. Voilà. Merci beaucoup. Donc, Dalia, est-ce que tu as envie de suivre? Merci beaucoup. Oui, merci Mélanie. Merci Philippe d'avoir mis la table. Alors, moi, mes recherches sont structurées autour, je dirais, d'un méta-enjeu qui est quels sont les obstacles, les contraintes auxquelles font face les travailleurs et les travailleuses dans leur accès aux protections mises de l'avant par le droit du travail. Alors, je me dénonce, je suis une juriste, voilà. En fait, la question finalement au fondement de mes recherches, c'est vraiment pourquoi, comment et dans quelle mesure le droit du travail est un rempart utile justement pour assurer la protection des travailleurs et des travailleuses. Et dans cette perspective-là, de réfléchir finalement à cette question d'accès au droit et à la justice dans une perspective d'accès à la justice que je vais juste prendre le temps de définir sur le plan conceptuel parce que c'est dans cette perspective-là qu'à mon avis, il faut réfléchir sur la question est-ce que le droit du travail peut améliorer le travail, les conditions dans lesquelles s'exerce le travail, mais aussi, dans une certaine mesure, les enjeux d'accès aux protections mises de l'avant par le droit du travail qui peuvent contribuer à la dégradation des conditions dans lesquelles s'exerce le travail. Alors, l'accès à la justice réfléchit dans trois perspectives. L'accès à la justice doit se réfléchir d'abord à savoir est-ce que les travailleurs et travailleuses connaissent les protections auxquelles ils et elles ont droit. Dans un deuxième temps, est-ce qu'ils adhèrent finalement au modèle mis de l'avant par justement le droit du travail? Et finalement, dans quelles conditions se déroule la mise en œuvre ou la mobilisation du droit du travail? Et là, il faut vraiment réfléchir dans deux perspectives. Les barrières formelles, par exemple, différents groupes de travailleurs et de travailleuses qui sont exclus des protections formellement du droit du travail, le droit les exclut, donc les met dans la marge de ces protections-là. Et dans un deuxième temps, les barrières d'accès effectif, c'est-à-dire que formellement, ils ne sont pas exclus des protections prévues par le droit du travail, mais il y a des enjeux, notamment en termes de connaissance ou de légitimité et d'adhésion à ces normes-là, mais aussi parfois sur le plan processuel, il y a des barrières qui se posent. Je vais y revenir tantôt, notamment en termes de coûts qui doivent être assumés, de coûts financiers, mais aussi de coûts humains avec lesquels ces travailleurs-là composent. Alors, pourquoi est-ce qu'à mon avis, c'est important de se poser ces questions-là dans une perspective d'amélioration, de dégradation du travail? Bien, c'est justement le droit du travail, hein, c'est évident, et susceptible, lorsqu'il est effectivement mis en œuvre ou effectivement mobilisé, susceptible de diminuer les risques auxquels font face les travailleurs et les travailleuses, autant les risques, par exemple, en termes de santé ou les risques de nature économique, par exemple, sont susceptibles aussi de bonifier notamment leur autonomie professionnelle, j'y reviendrai tantôt, et d'assurer de meilleure expressivité, notamment, évidemment, la forme la plus commune étant l'accès à la représentation collective, par exemple.
Mais les obstacles auxquels les travailleurs et travailleuses font face, les obstacles, autant en termes de barrières formelles mises en place directement par le droit ou d'obstacles en termes de barrières d'effectivité finalement ou d'obstacles qu'il faut identifier justement à travers la recherche, sont susceptibles aussi de contribuer à la détérioration, notamment lorsque, et là je pense que c'est un exemple évident, les cadres juridiques restreignent justement formellement l'accès, par exemple, à la syndicalisation. C'est un exemple assez classique. Il y a quand même des groupes des travailleurs et travailleuses qui n'ont pas accès à la syndicalisation pour différentes raisons. Et aussi, lorsque des travailleurs et des travailleuses sont exclus des protections mises en place par les lois d'ordre public. Alors, je vais m'arrêter là-dessus et on poursuivra tantôt. Merci. Merci beaucoup, Dalia. Urvana? Oui, merci. Alors, sur cette question, de mon côté, avec deux de mes collègues, Isabelle Martin et Lucie Morissette, on a approché les plateformes numériques et plus particulièrement Uber. Et je dirais qu'au gré des années, depuis 2014 particulièrement, Uber a alimenté la recherche tout simplement parce que il nous a amené à entrevoir les différentes facettes de son action et mis en lumière, au fond, la manière dont les conditions de travail et plus généralement certains aspects de la société risquent d'être dégradés ou sont tous dégradés au gré du temps. Alors, ce que l'on a pu observer avec mes collègues, c'est que cette plateforme numérique, c'était quelque chose d'assez, je dirais, nébuleux en 2014, si on se replonge 7 ans plus tôt. On l'a premièrement défini comme un entrepreneur institutionnel, donc capable de bouleverser les institutions. Un entrepreneur réglementaire, car comme nous le verrons, il a été appelé à déboulonner littéralement des cadres juridiques pour justement faire en sorte de de remplacer ces cadres juridiques par des modèles légaux qui épousent littéralement son modèle d'affaires. Et des entrepreneurs idéationnels, un entrepreneur idéationnel dans la mesure où ce qu'on a pu observer, et ça c'est les dernières recherches qui nous ont mené à ça, voir le travail fait au niveau politique pour atteindre ses fins. Donc je dirais que la plateforme numérique a contribué grandement à la dégradation du travail dans le secteur de l'industrie du taxi. Donc nous avons petit à petit effeuillé cet acteur-là, et je dirais ce qu'on observe, c'est non seulement une dégradation pour le travailleur, puisque les dernières préoccupations que l'on a pu observer après la dissolution des cadres juridiques qui étaient en place depuis des décennies, s'oriente plutôt vers une préoccupation du consommateur et non pas du travailleur. Le travailleur, petit à petit, on découvre l'impact considérable qu'ont les plateformes, acteurs qui au départ, et ça c'était véhiculé aussi par un narratif très développé par la plateforme numérique, un acteur qui normalement était neutre, mais qui en réalité fait en sorte que non seulement le travailleur endosse davantage de risques, mais perd aussi le contrôle sur la qualité, la quantité de son travail, mais aussi sur d'autres aspects plus larges de sa vie. Donc ça, c'est le premier volet, mais aussi ce que l'on peut observer, c'est une dégradation qui est plus préoccupante, qui est celle du rôle de ces plateformes dans l'action politique. Et ce qu'on a pu observer, c'est très rapidement l'action d'Uber en filigrane, assez cachée, je dois dire, auprès des politiques, auprès des différents acteurs et comme lobbyistes, pour justement transformer les lois et les modèles institutionnels et les acteurs de façon à ce que la société entière épouse son modèle d'affaires. Alors, donc je m'arrête là. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Urvana. Et on a sur cette première question notre dernière intervenante, Louise Boivin, à ton tour. Bonjour tout le monde. Merci Mélanie. Merci Philippe, Dalia et Urvana pour vos interventions.
Ben, écoutez, moi, je poursuis toujours mes recherches dans les mêmes secteurs où sont employées des travailleuses du care rémunérées, parce qu'il y a des travailleuses du care qui ne sont pas rémunérées aussi. Cette fois, le projet de recherche que je le mène avec une co-chercheure, Marie-Hélène Deshaies, qui est à l'Université Laval, en travail social et qui est une spécialiste de l'organisation communautaire. Vous allez voir que c'est très intéressant, ce travail conjoint, relations industrielles, organisation communautaire dans le secteur que j'étudie. Donc, je m'intéresse aux travailleuses du care rémunérées dans le secteur privé au Québec dans 2 catégories d'emplois, préposées en aide à domicile et préposées aux bénéficiaires. Je parle au féminin parce qu'il y a une grande majorité qui sont des femmes, surtout chez les préposés en aide à domicile, mais aussi chez les préposés aux bénéficiaires du secteur privé. Et il y a une forte proportion de femmes racisées. Il y a beaucoup de personnes immigrantes, des personnes avec un statut d'immigration précaire aussi, beaucoup, jusqu'à être en situation dite irrégulière là, dans certains cas. Donc, les catégories d'emploi dont je vous parle figurent parmi celles que le premier ministre a appelées pendant la pandémie les anges gardiens. Mais il y a tout un paradoxe que la pandémie a mis bien en évidence, c'est qu'elles ont été définies comme des anges gardiens, des travailleurs essentiels, des travailleuses essentielles. On en a parlé comme jamais dans les médias. Et le paradoxe, c'est quand même qu'elles sont silencieuses. Elles n'ont pas de voix collective. Elles n'ont pas de représentation collective ou pratiquement pas dans le secteur privé. Alors que, tout comme les préposés en aide à domicile qu'on appelle dans le secteur public les auxiliaires aux services de santé sociaux, et les préposés aux bénéficiaires du secteur public, elles étaient quand même, elles effectuaient un travail essentiel parce qu'il y a une grande partie de ces services d'hébergement et d'aide à domicile qui sont privatisés. En fait, il y a différentes données, là, mais c'est la grande majorité des services sont privatisés. Donc, elles jouent un rôle essentiel, mais elles sont sans voix. Des anges gardiens, c'est silencieux, ça se dévoue et c'est soumis à la toute-puissance. Donc, le symbole est quand même pas anodin. Donc, mon projet de recherche en ce moment examine si ce fantasme correspond à la réalité. En fait, l'objet de recherche, cette fois, c'est le rapport à la représentation collective dans ces 2 catégories de travailleuses du care rémunérées. Et donc, le travail de recherche va vraiment se baser sur une approche compréhensive, c'est-à-dire partir de l'expérience des travailleuses, puis je vais y revenir plus tard là, quand je parlerai d'autres questions. Mais d'abord, je veux vous dire qu'il y a 2 étapes préalables là, qui sont comme en voie d'être terminées, c'est-à-dire identifier le contexte justement de privatisation, d'organisation des secteurs où sont employées ces travailleuses, donc la privatisation, le type de structure, il y a une panoplie de structures de prestations de services en aide à domicile comme en hébergement dans le secteur privé, là, je vous épargne la liste, là, mais une panoplie de structures de tout type et les pratiques aussi, le deuxième aspect qu'on achève de documenter, ce sont les pratiques de représentation collective existantes dans ces secteurs-là, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais il fallait quand même les identifier. Et donc, ce qui m'amène tout de suite à répondre à la question de ce premier bloc, c'est qu'est-ce qui contribue à l'amélioration ou à la dégradation du travail? Ben, moi, je vais m'en tenir à la dégradation du travail, tout comme Philippe l'a fait. Et là, bon, j'utilise des termes qui rejoignent en fait ce que Dalia a présenté, une partie de ce que Dalia a présenté. Donc, pour moi, ce qui contribue à la dégradation du travail dans ces secteurs-là, c'est vraiment l'exclusion implicite de la protection de la liberté d'association pour ces 2 catégories d'emploi-là. Et là, je reprends un concept de Black et Shepard là, qui, en 2003, présentait dans un texte sur l'égalité devant la liberté d'association. Ce concept d'exclusion implicite, donc c'est une exclusion qui s'opère de facto. Hein. Comme disait Dalia, il y a un accès formel à la protection par les droits du travail, mais il y a une exclusion du fait, comme nous disent Blackett et Shepard, que la loi leur confère
des droits, mais sans tenir compte de la manière spécifique dont sont organisées les entreprises qui les emploient. Donc, les catégories d'emplois sur lesquelles j'enquête, les préposés du secteur privé en aide à domicile et préposés aux bénéficiaires, ont des droits de représentation collective. Formellement, elles ont le droit de se syndiquer, d'exercer leur représentation collective, des moyens d'action, etc. Mais de facto, leur protection est nulle ou très faible, en tout cas. Donc, ça se reflète dans des taux de présence syndicale faibles, et aussi dans la faible effectivité des droits quand elles sont syndiquées. Donc, ce que je vais voir quand elles sont syndiquées, dans les rares cas où elles sont syndiquées, je vais voir le contenu des conventions collectives là, pour voir quels sont les droits qui en sont issus, mais c'est très, très faible souvent. Les salaires, par exemple, c'est souvent assez proche du salaire minimum. Bon, pendant la pandémie, il y a eu des éléments nouveaux, puis j'y reviendrai plus tard. Donc, c'est ça, ce qu'on voit, c'est une présence syndicale de 100% dans le secteur public, dans ces secteurs préposés aux bénéficiaires et aussi en aide à domicile. Mais dans le secteur privé, dans l'aide à domicile, c'est du 0% de présence syndicale dans 2 des 3 types de structures privées où sont les préposés. Et dans la 3e, les entreprises d'économie sociale, on a à peu près 20% des entreprises qui sont syndiquées, mais avec une très faible effectivité, des conventions collectives qui ne sont pas très fournies, disons. Et puis, dans le secteur privé du côté de l'hébergement, chez les préposés aux bénéficiaires, c'est très difficile d'avoir des données, mais dans le secteur des résidences pour aînés, là, des résidences privées, où près de 90% des résidences offrent des services d'assistance, des soins infirmiers, il y a des cas lourds. Là, on retrouve 16% seulement des résidences qui sont syndiquées et on n'a pas de données sur les ressources intermédiaires. Une autre forme, on a environ 1000 ressources intermédiaires qui appartiennent à des entreprises privées, non à des travailleurs autonomes. Donc, il n'y a pas tellement de données, là, CHSLD privés non plus, non conventionnés. Donc, en tout cas, on se retrouve avec des taux qui sont très, très faibles, une voie collective ou aucune voie collective. Pourtant, pour celles qu'on a appelées des travailleuses essentielles, des anges gardiens pendant la pandémie. Donc, paradoxe qui est Merci, Merci beaucoup, Louise. Je pense que ce cas-là nous amène tout naturellement vers la question 2, parce que, tout le cas des préposés aux bénéficiaires a quand même fait les manchettes durant la pandémie. Fait que je pense que ça nous amène naturellement vers la deuxième question. Et la deuxième question veut nous permettre de réfléchir sur un exemple où, justement, la qualité du travail est devenue un enjeu en tant que tel et où cet enjeu-là, la qualité du travail, a fait aussi l'objet d'une certaine forme de re-régulation ou d'expérimentation par les acteurs. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ce cas-là, d'un cas où cette qualité du travail-là est devenue un enjeu central? Comment ça a évolué dans le temps? Puis surtout, quel a été le résultat au final? Vous avez beaucoup parlé de dégradation du travail. Donc, peut-être que pour cette deuxième question, il y aura des cas où il y a une amélioration du travail. Donc, on va changer l'ordre cette fois-ci. Je commencerai avec Urvana. Oui, alors, merci. Donc, pour cette deuxième question, évidemment, de notre côté, j'aborderai toujours l'industrie du taxi, le transport de taxi qui a connu une grande transformation. Donc, sur la qualité du travail en tant que tel, on va observer une dégradation de ces travailleurs, bien qu'il est important de noter que les travailleurs, enfin les chauffeurs de taxi au Québec n'étaient déjà pas considérés comme des salariés, mais on peut observer que curieusement, avec l'évolution à la suite de l'arrivée d'Uber, on peut observer un plus grand rapprochement de ces travailleurs-là comme des salariés à cause des mécanismes d'amplification des liens de subordination juridique justement créés par l'intermédiaire de la plateforme. Alors, sur les temps, en fait, parce que nous avons quasiment de façon théorique pu observer un temps 0, un temps 1 et un temps 2.
mais là de façon empirique. Tout d'abord, le temps zéro, au fond, c'est nos institutions, enfin l'industrie du taxi, qui a été régulée au début des années 70 et qui s'appuyait sur un cadre qui reposait sur trois grandes qualités, trois grands éléments, qui étaient tout d'abord de s'assurer que l'industrie du taxi œuvrait avec une certaine qualité. Donc, autrement dit, s'assurer non seulement de la formation des chauffeurs, s'assurer également de la formation, s'assurer par exemple je cherche le nom, les antécédents judiciaires, etc., etc. Donc ça, c'est sur la qualité. Le deuxième critère était basé sur la quantité, donc s'assurer au fond qu'il n'y ait pas une pléthore de permis, ce qui avait été le cas au préalable, donc multiplication des permis qui faisait en sorte qu'il y avait une concurrence effrénée qui se jouait dans les différentes municipalités, qui faisait en sorte qu'il y avait une paupérisation de ces travailleurs-là, et même les personnes se mettaient à risque parce que pour pouvoir avoir une course, évidemment, ils étaient prêts à mettre en jeu et mettre en péril non seulement leur propre sécurité ou celle des autres. Alors, face à ça, et finalement, pardon, la question, enfin bon, ce sont les deux premiers éléments sur lesquels je vais revenir. Donc, face à ce cadre juridique, la deuxième étape a été en 2014 l'arrivée d'Uber, qui a fait en sorte que ces travailleurs, qu'ils soient locataires ou propriétaires, se sont trouvés face à une concurrence illégale parce que Uber a décidé de s'implanter en faisant fi du cadre juridique présenté, donc en ne se pliant pas aux mécanismes juridiques qui étaient déjà en place, ce qui a conduit évidemment par cette concurrence illégale à une baisse des fréquentations, une baisse des revenus, et petit à petit c'est organisé, évidemment c'est une perte de la valeur des permis, et évidemment la remise en cause du cadre normatif sectoriel. Petit à petit, le gouvernement a réagi. On aborde la deuxième période. C'est une concurrence, au fond, qui va devenir déloyale, tout simplement parce que le gouvernement va décider de modifier le cadre législatif et ouvrir une fenêtre à Uber qui va prendre la forme d'une expérimentation réglementaire, c'est-à-dire un projet pilote, qui va être renouvelé à 3 reprises dans cette évolution. Un projet pilote, si vous voulez, ça correspond au fond à une fenêtre réglementaire, une expérimentation vraiment réglementaire dans laquelle on offre de nouvelles conditions de travail parce que tout le monde est relativement conscient qu'il faut moderniser cette industrie. Alors, le projet pilote fait en sorte que on ouvre une fenêtre pour Uber et ces travailleurs d'Uber vont travailler à des conditions qui vont être différentes de celles des chauffeurs traditionnels. Ce qui va plus nécessairement constituer une concurrence illégale, puisque désormais Uber a son activité légalisée, mais ça va être une concurrence qu'on qualifiera plutôt de déloyale, puisqu'on a un régime à 2 vitesses. Alors, évidemment, dans ce laps de temps où Uber va obtenir donc ce passeport réglementaire, il va pouvoir se développer à une vitesse exponentielle et donc gagner du terrain et gagner du temps parce que non seulement dans ce contexte-là, il s'attire de nouveaux consommateurs et tisse progressivement son réseau pour devenir indispensable aux yeux de la société. Alors, donc c'est cette deuxième étape où on est en expérimentation réglementaire. Mais on verra que, évidemment, et ça c'était acheté par plusieurs acteurs, que cette expérimentation réglementaire avait du bon, dans la mesure où quand on parle d'expérimentation, il y a des comptes à rendre, on fait un constat, on fait un bilan à l'issue de cette expérimentation et ultérieurement, on peut recomposer les règles à la lumière de cette expérience. Mais c'est pas du tout ce qui se passera, puisque finalement les données dont dispose Uber, ce sont des données privées
Donc, le gouvernement, manifestement, a très peu de données à cet égard et aura très peu de comptes rendus de la part de l'institution, de la part de Uber. Et par conséquent, on peut difficilement, après coup, parler d'une véritable expérimentation réglementaire. Donc, ce projet pilote va prendre fin une fois que le nouveau gouvernement québécois va être élu, c'est-à-dire la CAQ, qui elle est tout à fait ouverte à ouvrir les portes à Uber. Et donc, une loi va être adoptée dans laquelle les taxis disparaissent, ou en grande partie, en tout cas, le vocable est changé. On octroie certains privilèges très mineurs aux chauffeurs de taxi traditionnels et évidemment, on ouvre grand la porte à Uber. Alors, ce secteur est complètement redéfini par un acteur privé, qui est Uber. Ce que l'on observe, c'est que beaucoup des revendications qu'il a faites dans son mémoire au niveau de l'Assemblée nationale seront finalement adoptées dans le projet de loi. Donc c'est la raison pour laquelle ce qu'on va pouvoir observer, c'est les chauffeurs de taxi vont être compensés, évidemment avec des fonds qui proviennent de l'État, puisque c'est environ les 3/4 pour les chauffeurs propriétaires, le 3/4 de la valeur des permis qu'ils avaient, qui font comme neige au soleil pendant toute cette période-là. Et c'était souvent d'ailleurs leur retraite au fond qui était à l'intérieur de ces montants-là. Donc je reviendrai un peu plus tard sur les effets, mais voici donc nos 3 temps avec une concurrence illégale, une concurrence déloyale ensuite qui se mène via une expérimentation réglementaire qu'est le projet pilote et finalement une redéfinition de l'industrie du transport par taxi sous la houlette, j'allais dire bien cachée, mais sous la houlette d'Uber. Voilà, merci. Merci beaucoup, Urbana. Effectivement, on voit très bien les 3 temps. C'était très bien présenté. Peut-être qu'on pourrait cette fois-ci aller avec Louise sur les 3 temps de ta recherche ou l'évolution chronologique. Oui. Ben, c'est drôle parce que je pars comme Urbana, là, qui nous parle de l'industrie du taxi. Aussi, moi, je pars de la fin des années 70, le temps zéro. C'est le temps zéro où ont été développés les services publics en aide à domicile, en hébergement, et aussi les régimes ça a commencé avant, mais à ce moment-là, dans le cadre du développement de ces services, donc les travailleuses, travailleurs ont accès à un régime de relations du travail dans le secteur public, parapublic et donc, on peut dire un accès effectif à la protection de leurs droits de représentation collective. Maintenant, il serait utile de faire la même étude que celle que je fais au sujet du secteur public, de la transformation de l'accès, de l'effectivité du régime. Mais là, moi, je suis en train d'étudier le secteur privé, comme je vous disais. Donc, fin des années 70, dans un contexte de désinstitutionnalisation de l'hébergement pour les personnes aînées ou en situation de handicap, qui étaient hébergées dans des grandes institutions. Donc, on veut retourner aux communautés, au développement des services à domicile ou à de petites résidences d'hébergement. Mise en cause aussi de la division sexuelle du travail par le mouvement féministe. Donc, ça stimule le développement des services publics. Et dans ce contexte-là, il y a aussi un développement de programmes de formation professionnelle pour les 2 catégories d'emplois que j'étudie. Et dès le début des années 80, on est dans le temps 1, c'est-à-dire qu'il y a un début de démantèlement de ce qui est à peine commencé à être construit, ces services publics. Donc, une privatisation qui s'accélère à partir du milieu des années 90, une dégradation donc des conditions d'emploi, de travail dans les services publics d'abord et un développement parallèle du secteur privé avec des emplois très précaires, là, encore comparativement à ce qu'on retrouve dans le secteur public, même s'il y a une précarisation aussi de ce côté.
Et donc, c'est dans ce contexte-là que je parlais d'une exclusion, problème d'exclusion implicite de la protection de la liberté d'association dans le secteur privé. Et dans les deux secteurs publics et privés, il y a des fortes pénuries de personnel dans ce contexte de la dégradation du travail. Et à ce moment, dans cette période-là, il y a une pratique de représentation collective qui m'est apparue la plus innovatrice, que j'ai eu la possibilité d'étudier avec 2 collègues françaises. Ça a été l'organisation dans le secteur des résidences privées pour aînés en 2016-17 d'une grève coordonnée. Donc, alors que la négociation collective s'effectue en vertu du régime de rapport collectif, établissement par établissement, il y a eu une tentative de coordonner la négociation qui a échoué parce que les grandes entreprises qui contrôlent le secteur ont refusé. Mais néanmoins, il y a eu une grande grève coordonnée dans une quarantaine d'établissements à travers le Québec, dans plusieurs régions du Québec. Et la grève a duré en moyenne 6 semaines. Donc, ce qui était très important, organisé par le Syndicat québécois des employés de service, affilié à la FTQ. Et je vous dis ça parce qu'après, il y a eu un développement et ce qu'on peut présenté comme un début d'expérimentation institutionnelle, peut-être, l'avenir nous le dira. Donc, il y a eu, à partir de là, l'élaboration d'une proposition de recourir à une loi qui existe au Québec, la loi sur les décrets de convention collective, pour étendre au secteur, donc, l'application d'une convention collective à tout le secteur de l'hébergement privé dans les résidences privées les résidences pour aînés du secteur privé. Donc, ça a été une proposition, une résolution adoptée en Congrès. Et là, on arrive dans le temps 2, celui qui commence avec la pandémie. Parce que là, les secteurs que j'étudie, donc hébergement pour aînés, principalement pour aînés, et aide à domicile, là, sont vraiment au cœur de la tourmente. Et même dans le secteur, pas seulement dans le secteur public, dans les CHSLD, mais il y a des éclosions, des situations aussi qui portent atteinte à la dignité, au point où il y a des enquêtes du coroner dans plusieurs milieux privés. Et donc, à ce moment-là, on a des hausses salariales assez minimes, somme toute, temporaires dans plusieurs cas qui sont annoncés par le gouvernement. Et ça ne résout en rien le problème de piètre qualité du travail. Ça ne résout pas non plus le problème d'inaccès à la représentation collective. Et dans ce contexte-là, il y a une volonté de changement institutionnel qui s'exprime de la part du syndicat que je vous ai nommé et de la centrale à laquelle il est affilié, avec des sorties publiques pour demander un régime de décret, c'est-à-dire que la loi sur les décrets de convention collective soit appliquée pour qu'il y ait une extension de convention et dans le secteur de l'hébergement privé, et cette fois en plus dans le secteur des services d'aide à domicile. Donc, ça comprend les agences privées, les entreprises d'économie sociale, même les travailleuses autonomes dans le secteur qui sont en grand nombre. Et plus le secteur privé de l'hébergement, là, qui comprend les résidences privées pour aînés, les CHSLD, les ressources intermédiaires, etc., où il y a des très, très, très gros joueurs. Donc, les enjeux ne sont pas les mêmes selon les secteurs parce qu'on n'a pas les mêmes joueurs, les mêmes grands groupes d'investisseurs. Selon les secteurs. Mais néanmoins, ce que ça pose, et là je m'arrêterai là-dessus, ce que ça soulève comme question, donc ça soulève différentes questions qui sont intéressantes, entre autres des questions d'alliance entre les syndicats et des regroupements d'usagers des services, parce qu'il y a un groupe de représentants des personnes en situation de handicap qui est sorti publiquement pour appuyer la demande de décret de convention collective dans le secteur de l'aide à domicile. On verra ce que ça donne. Sauf que ça n'épuise pas la question de l'accès à la représentation collective sur le terrain des secteurs, ce qui fait que je reviendrai avec d'autres éléments par rapport à la recherche qui est là où on doit entrer sur le plan sociologique, plus sur le rapport à la représentation collective pour essayer de trouver des pistes porteuses. Merci beaucoup, Louise. Philippe, si tu as envie d'y aller.
Oui, merci. Donc, moi, le cas d'expérimentation que je voulais mobiliser, présenter, toujours dans le domaine artistique, porte sur les carrières artistiques elles-mêmes. Et en fait, sur les transitions de carrière qu'on a étudiées en équipe, euh, avec plusieurs collègues de l'école de relations industrielles, euh, notamment Laurence Dubuc, Guylaine Vallée, Yann MacDonald, une collègue de l'Université Laval également. Donc, je vous ai dressé très rapidement, là, à grands traits, tout à l'heure, ces zones d'invisibilité. On peut dire en fait que dans le domaine des professions artistiques, c'est ça, la carrière en elle-même est problématique. Elle est marquée par de nombreuses incertitudes en tout genre, en fait, qui viennent, c'est ça, créer un certain nombre de problèmes, en fait, qui amènent très souvent à la sortie de ces métiers. Alors que dans les professions artistiques, et même si c'est difficile d'établir une frontière très stricte là, entre des artistes amateurs, des artistes qui sont vraiment professionnels, on connaît néanmoins un très haut niveau de professionnalisation qui est marqué par toute une série, je dirais, de barrières à l'entrée de ces métiers-là. Parmi les premières, et on le sait, là, c'est des carrières qui commencent souvent de manière très précoce, parfois dès l'enfance, chez les musiciens, les artistes du cirque, la danse, etc. Dans la plupart là, de ces métiers de la scène, on a des mécanismes de sélection qui sont à la fois très rigoureux, très institutionnalisés. L'école de cirque va recruter des élèves là, finalement dès l'enfance. Là, je pense que ça recommence, mais ça commence dès 12 ans, là, l'entrée à l'École nationale du cirque, même chose dans les écoles de ballet, etc. Donc, des mécanismes de sélection qui sont à la fois très précis, très précoces, notamment pour rentrer dans ces écoles-là, des mécanismes de sélectivité aussi à l'entrée du marché du travail, c'est-à-dire à la sortie des écoles d'art qui sont extrêmement exigeants et qui vont encore une fois écrémer et permettre seulement à un petit nombre d'accéder au marché du travail, des processus aussi d'appréciation du talent, de qualification du talent. Qu'est-ce qui fait qu'une artiste va avoir plus de potentiel sur le marché du travail, plus d'opportunités de travail, etc. Là aussi, en fait, ça porte sur des mécanismes qui sont très institutionnalisés. Enfin, dernière chose, dans cette professionnalisation là des processus aussi très institutionnalisés, très codifiés d'accès au financement. Donc, on se retrouve avec une main-d'œuvre qui est hyper professionnalisée. Très souvent, en fait, dans la littérature, on compare les artistes aux sportifs professionnels, aux sportifs de haut niveau, notamment aux sportifs olympiques. Et malgré ça, leur carrière est extrêmement incertaine. Le cas, elle est extrêmement incertaine, y compris en fait pour la petite minorité, je dirais, d'artistes qui sont dans les emplois artistiques les mieux protégés et les mieux rémunérés. À un moment ou l'autre de leur carrière, ils vont en faire face à un accident du travail, une maladie professionnelle ou à une mise à pied. Les contrats de travail sont dans le meilleur des cas des contrats de travail d'un an. Bref, toute une série de retournements en fait qui peuvent finalement mettre en péril leur carrière. Le cas d'expérimentation institutionnelle que je veux présenter également est marqué par 3 temps. Là, j'espère que on ne s'est pas concerté, mais moi aussi, j'ai un temps 1, 2 et 3. C'est un cas assez fascinant parce qu'il vient de la base. C'est les artistes eux-mêmes, des artistes en fait de la danse, qui ont mis au point un dispositif vraiment institutionnalisé qui s'est développé au cours du temps et qui aide finalement aux artistes à mettre en œuvre une transition de carrière, à se préparer en fait à exercer un autre métier. Temps zéro, absence d'accompagnement, absence de prise en charge en fait de la transition de carrière jusqu'au milieu des années 80. Okay, rien n'est mis en place, alors que justement, si on compare à les professions artistiques à celles du sport, on voit dès les années 80 là déjà plein de trucs qui se mettent en place en fait pour accompagner les sportifs de haut niveau, etc. Temps 1, mise en place à Toronto
par une ancienne danseuse du Ballet national du Canada à Toronto, du DTRC, Centre de ressources en transition pour les danseurs. Donc, une approche vraiment par le bas. On pourrait détailler comment c'est financé, etc., notamment sur base des cotisations, sur base de dons, et d'un financement public également. Mais se met en place véritablement un accompagnement des danseurs, c'est les artistes de la danse, par en fait des artistes de la danse eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils mettent en place rapidement? Un accompagnement individualisé sur mesure, en fait, pour les artistes, encore une fois, par des artistes eux-mêmes. Des consultations individuelles auprès d'orienteurs de carrière, auprès de professionnels en psychologie, en finances personnelles, en conseil juridique, et se met en place aussi tout un programme de bourse qui permet en fait de financer ces transitions de carrière, bourse de recyclage, de subsistance, de retour aux études. C'est quelque chose qui suit à la fois, encore une fois, des mécanismes de sélection très rigoureux, des processus, etc., d'accès à ces bourses-là. Ça, c'est le temps 1, 1985, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, 3 sièges en fait au CRTD, le siège social qui est à Toronto, un siège à Vancouver, et le 3e en fait à Montréal, c'est plutôt celui-là que je développerai. Temps 2, et là je me centre plutôt vers nos observations qui ont été faites du CRTD à Montréal. Temps 2 en fait est véritablement marqué par un élargissement de la mission en fait et de l'action du CRTD, d'une part en fait toujours vis-à-vis des artistes de la danse, d'une part en fait vis-à-vis de l'accompagnement des danseurs vis-à-vis de la CNESST. Les artistes et qui sont extrêmement nombreux de la danse, qui se blessent dans le cadre de leur activité, qui déposent un dossier d'indemnisation auprès de la CNESST. Le CRTD, spécifiquement au Québec, là, la différence, parce que l'équivalent institutionnel n'existe pas dans les 2 autres provinces, le CQRTD, le Centre québécois de ressources en transition, va faire véritablement un accompagnement juridique, entre guillemets. Ce ne sont pas des avocats, mais ils accompagnent les danseurs, les danseuses, en fait, dans leur démarche d'indemnisation. Ce qui est fascinant là-dedans, c'est de montrer que le CQRTD, là aussi, on est vraiment dans de l'expérimentation institutionnelle, amène en fait amène la CNESST à passer véritablement d'une logique d'indemnisation à une logique véritablement de transition professionnelle des artistes de la scène. Donc, pas juste les indemniser parce qu'ils se sont blessés ou parce qu'ils ne pourront plus jamais retourner comme artistes professionnels là, sur une scène, mais au contraire, en fait, utiliser cette indemnisation-là pour réentreprendre une formation, pour faire autre chose. Donc, on a vraiment un changement, je dirais, de paradigme là, et encore une fois, un changement de registre d'action. Deuxième type d'élargissement qui est mis en place par le CQRTD dans ce temps 2, c'est un élargissement en fait auprès d'autres artistes, pas seulement de la danse, mais aussi en fait des 3 grands autres arts de la scène, le cirque, le théâtre, la musique. De manière expérimentale, en fait, ils mettent en place un projet pilote qui vise à étendre en fait leur offre de services à d'autres arts de la scène que celui de la danse. T3 enfin, et puis je n'ai pas daté le T2 là, mais on pourrait faire l'exercice ou en parler tout à l'heure, mais T3 il est tout récent et puis là aussi on vit aussi malgré le trouble sociétal de la pandémie, des choses assez fascinantes sur le plan institutionnel parce que on voit que la crise sanitaire en fait donc cette crise récente là qui amène évidemment purement et simplement à arrêter tous les secteurs artistiques, là tout ferme, les artistes se retrouvent du jour au lendemain sans travail. On voit que c'est en même temps une période extrêmement créative en matière d'offres de services. On voit que le CQRTD là finalement étend et extrêmement rapidement
à la fois son action et son offre, en fait, donc non seulement à d'autres artistes de la scène que ceux de la danse, mais aussi à toute une série d'autres artistes que les artistes qui étaient visés au début, c'est-à-dire plutôt des gens en milieu de carrière, et milieu de carrière dans ces domaines-là, ça peut être plutôt mi-trentaine. On voit en fait que le CQRTD étend son offre de service à des professionnels beaucoup plus jeunes dès l'entrée en fait sur le marché du travail. Bref, toute une série en fait de nouveaux services qui sont mis en place. Aussi, dans ce temps 3 et dans cet élargissement, et là aussi, on est dans des dynamiques institutionnelles là, qui sont extrêmement intéressantes. On voit que ça déborde du CQRTD. On voit que sans qu'il y ait véritablement une action commune qui est mise en place, on voit que les autres grandes institutions des domaines artistiques, les regroupements d'artistes, les institutions représentatives en fait des arts de la scène se mettent en fait à faire de l'enjeu de la transition de carrière un enjeu, un objectif, on peut dire véritablement politique là, qui vise à mettre en place des stratégies, etc. Et donc une forme, je dirais, d'action commune ou l'aube d'une action commune en fait qui mobilise l'ensemble du tissu institutionnel des arts de la scène. Et enfin, dernier élément, là c'est plutôt une recherche toute récente là, qui en est seulement à ses débuts. On constate aussi dans ce temps 3 un élargissement aussi, pas seulement de la transition, mais dans cette période de crise, un élargissement vraiment assez inouï de nouveaux types de regroupements artistiques. Je vois que ma connexion est instable, j'espère que vous m'entendez toujours. Donc, une floraison là, assez extraordinaire d'organismes artistiques qu'on voit naître pendant la pandémie, et donc des artistes en fait qui s'assemblent, qui créent ensemble des nouveaux organismes artistiques qui rompent complètement en fait avec les logiques anciennes en termes de gouvernance. On n'est plus dans des compagnies, par exemple, chorégraphiques qui sont verticalement organisées, là, avec un ou une chorégraphe à la tête, mais on voit en fait plusieurs chorégraphes qui travaillent ensemble, une tournante en fait dans l'autorité artistique là, et organisationnelle, des mécanismes là, de partage de ressources, notamment des installations artistiques là, qui visent véritablement, mais c'est ça, à tirer parti de ressources qui sont limitées, qui sont problématiques dans le contexte de la pandémie, mais qui visent véritablement là, un partage démocratique nouveau de ressources, là, que ce soit des installations ou d'autres types de ressources. Voilà mon cas d'expérimentation institutionnelle. Merci beaucoup. Un cas riche, encore une fois, puis qui se démarque un peu des deux autres cas parce que c'est un cas qui est vraiment des initiatives des acteurs au niveau local, donc les artistes eux-mêmes qui se sont organisés. Donc, c'est un cas qui vient apporter beaucoup de nouveautés au panel. Merci beaucoup, Philippe. On va terminer cette deuxième question avec Dalia, si tu veux bien. Oui, bien, le grand privilège d'être la dernière, c'est que je peux me déposer sur ce que mes collègues, mes brillants et brillantes collègues ont dit. En fait, ce qui ressort beaucoup des présentations, et moi, je vais ajouter en fait un exemple à ça, c'est comment les dynamiques sectorielles, voire même les systèmes d'emploi dans lesquels les travailleurs s'insèrent produisent eux-mêmes des dynamiques qui vont améliorer ou détériorer le travail. Et moi, l'exemple que je vais vous donner est tiré d'une recherche qui est dans un secteur qui est très méconnu, c'est le secteur de la sylviculture. Alors, qu'est-ce que la sylviculture? Bien, la sylviculture, finalement, c'est ce secteur qui assure la gestion de nos forêts publiques, c'est-à-dire qu'il y a des activités commerciales, on le sait, qui impliquent une coupe des forêts, mais cette coupe des forêts, son pendant, c'est les replanter, finalement, replanter les arbres et assurer la gestion des forêts. Donc, la recherche qu'on a faite est dans les activités qu'on qualifie de non commerciales dans la foresterie. C'est une recherche, là, une toute petite équipe avec mon collègue Hugo Asselin de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, qui est biologiste, et une étudiante à la maîtrise, Béatrice Venn, qui, elle, s'intéresse à la réalité des travailleurs autochtones. Alors, ce n'est pas de ça dont je vais parler aujourd'hui. Je veux saluer aussi l'apport à la recherche de notre collègue Claude Rioux, qui est ici aujourd'hui, qui m'a beaucoup alimenté, qui m'a beaucoup inspiré dans cette recherche-là. Alors, je souligne son apport aussi.
Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, pour ma part, contrairement à mes collègues, c'est une expérimentation institutionnelle ou une régulation qui a eu l'avantage d'améliorer les conditions de travail et c'est un résultat inattendu, complètement inattendu de notre recherche, mais qui structure de façon importante maintenant nos réflexions. Alors, juste peut-être un élément de contexte. Au Québec, 90 de la forêt est publique, donc appartient à vous et moi. C'est comme ça souvent qu'on se l'imagine de façon un peu folklorique. C'est plus ou moins vrai, on pourrait y revenir. Mais en tout cas, la forêt est publique et donc elle est gérée par différentes instances et institutions sous la houlette, là, évidemment, de l'État, finalement. Et c'est ça la grande différence. Alors, la sylviculture, hein, c'est quoi? C'est ces travailleuses qui plantent des arbres, qui assurent des fonctions de débroussaillage pour assurer une gestion commerciale de la forêt, pour s'assurer qu'elle soit productive. C'est un travail qui se fait en régions souvent éloignées, pas nécessairement isolées, mais assez éloignées. C'est un travail saisonnier. Les heures sont très, très longues et c'est un secteur qui est considéré à risque élevé ou extrême par la CNESST. Pourquoi? Parce qu'il y a des risques, évidemment, d'accidents du travail, mais aussi de maladies professionnelles. La syndicalisation est très limitée dans ce secteur-là et moi, c'est pour cette raison-là que je me suis intéressée à ce secteur-là. Il y a une diversité de la composition de la main-d'œuvre qui est absolument spectaculaire. On y retrouve autant des travailleurs qui sont issus de la main-d'œuvre locale que des travailleurs qui sont dans une perspective de mobilité interrégionale, interprovinciale, des travailleurs issus de l'immigration et aussi des travailleurs étrangers temporaires qui viennent par le biais de programmes de migration temporaire. Alors, il y a une coexistence, une diversité de la composition de la main-d'œuvre, une diversité des statuts d'emploi dans ce secteur-là et aussi une singularité. Ce sont des personnes qui vivent en camp forestier pendant les saisons, donc qui travaillent et vivent au même endroit et qui vont retourner finalement à leur résidence de façon plus ou moins régulière, moins que plus, vous pouvez vous l'imaginer, selon où sont situés les camps forestiers. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce qui a amené à un phénomène de régulation du travail, j'ai aussi situé un peu un changement de paradigme qui s'est passé dans la foresterie québécoise, c'est qu'en 2003 est entré en vigueur ce qu'on appelle le nouveau régime forestier. Ce nouveau régime forestier est venu remplacer le régime d'exploitation commerciale des forêts qui était en vigueur depuis les années 80 et qui avait été largement décrié. Là, évidemment, quand on parle de l'erreur boréale, par exemple, c'est évidemment ce qui a amené beaucoup de médiatisation de la mauvaise gestion de nos forêts, de phénomènes de coupe à blanc. Mais ce qui était en cause, et c'est très intéressant, c'est justement la gestion non commerciale des forêts, c'est-à-dire on coupe des arbres pour produire du papier, du bois, d'œuvre, etc. Et après ça, comment gère-t-on la forêt? Bien, avant 2003, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était les entreprises finalement qui exploitaient commercialement la forêt qui avaient la responsabilité de replanter et de faire la gestion non commerciale de la forêt. Ce qui a amené différents acteurs à décrier finalement la réalité de nos forêts à cette époque-là et qui a permis la mise en place du nouveau régime forestier en 2003. Alors, en 2003, on sépare les activités commerciales des activités non commerciales. Donc, les activités non commerciales, le replantage et la gestion de la forêt, la gestion non commerciale de la forêt, les contrats sont octroyés à des entreprises, mais aussi à des coopératives. Il y a aussi une diversité de la configuration des entreprises dans ce secteur-là éminemment intéressante parce qu'il y a aussi des communautés autochtones qui sont organisées pour obtenir des contrats en octroi direct, justement, du gouvernement. Et donc, une gestion gouvernementale de ces contrats donnés à un acteur, on va le nommer, qui s'appelle Rex Forêt, qui fonctionne autant en appel d'offres qu'en contrat de gré à gré pour octroyer à ces entreprises, à ces coopératives, des contrats de gestion de la forêt. Donc, peut-être cette mise en contexte un peu longue pour vous dire que ce qui a amené à un phénomène de régulation, finalement, du travail, c'est le constat, et là, c'est extrêmement intéressant sur le plan des fonctions du droit du travail. Pourquoi? Parce que c'est le constat des entreprises entre elles qui constataient que la concurrence entre les entreprises se faisait sur la piètre qualité des conditions de travail. Donc, quand on pense aux fonctions du droit du travail, on pense souvent à sa fonction de protection, mais il y a aussi une deuxième fonction à laquelle on réfère un peu moins, mais qui est celle de, finalement, de réguler les conditions de la concurrence. Cette fonction économique du droit du travail, bien ici, on est au cœur de ça.
des entreprises qui disent « Hey, lui, il me fait compétition sur la base des mauvaises conditions de travail qu'il donne aux travailleurs et aux travailleuses. » Et donc, ça faisait une distorsion nécessairement des conditions de la concurrence. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à partir de 2004 environ? Les associations sectorielles qui regroupent des entreprises sylvicoles et des coopératives d'autre part se sont réunies et ont demandé au Bureau de la normalisation du Québec de développer une certification pour le secteur, c'est-à-dire une certification qui finalement impliquait quoi? Qui impliquait de s'assurer que toutes les entreprises et coopératives respectaient un socle de conditions de travail, à défaut de quoi ils ne pouvaient obtenir de contrat de la part du gouvernement. Alors, vous comprenez, c'est fondamental. Si ces entreprises-là ne sont pas certifiées ou encore, après inspection en cours de saison, perdent leur certification, bien, ils ne peuvent plus obtenir de contrat. Évidemment, c'est nécessairement la fin de leurs activités ou à peu près quand on pense qu'environ 90 % de la forêt est publique. Alors, voilà. Donc, une certification qui est mise en place, qui est gérée par un acteur complètement tiers, finalement, de façon générale, à la détermination de la régulation juridique du travail, qui est le Bureau de la normalisation du Québec. Et bon, toutes les entreprises doivent l'obtenir, cette certification. Alors, ce qui est immensément intéressant ici, c'est quand on lit les normes et les droits qui figurent finalement dans cette certification, essentiellement autour d'enjeux de santé et sécurité du travail, de transparence finalement des conditions de travail, que les travailleurs et travailleuses sachent finalement c'est quoi le salaire auquel ils ont droit, c'est quoi leurs conditions finalement, parce que plusieurs étaient plutôt dans le néant. Hein. C'est un secteur où, oui, les travailleurs et travailleuses ont le statut de salarié, mais les conditions réelles de l'exercice font qu'ils s'apparentent beaucoup plus à des travailleurs autonomes. C'est des gens qui sont payés à la production et qui gèrent leurs déplacements et les frais liés à l'utilisation de leurs outils de travail. C'est eux qui doivent les assumer, c'est les travailleurs et les travailleuses. Donc ici, on n'assiste pas à des normes propres, par exemple, à une dynamique de négociation collective. On n'assiste pas à une nouvelle normativité, mais plutôt à une forme de revalorisation de normes, d'exigences posées par des lois d'ordre public, mais qui, en l'absence d'une présence soutenue des institutions qui assurent la mise en œuvre des droits, nommément la CNESST, étaient souvent contournées, peu appliquées et peu mobilisées. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec cette norme-là? Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle ne permet pas nécessairement, et là, il y a un revers à ça, elle ne permet pas nécessairement la mobilisation active des droits par les travailleurs et les travailleuses dans une perspective de bottom-up, mais c'est vraiment une mise en œuvre top-down, parce que l'acteur Bureau de la normalisation du Québec va faire des audits plus ou moins réguliers, plus ou moins en présence. Évidemment, il y a une importante variabilité d'une entreprise à l'autre, de la nature des audits qui vont être faits, mais on va aller vérifier est-ce que l'entreprise assure sur place la présence d'équipements de protection individuelle, assure de former adéquatement les travailleurs et travailleuses en termes de prévention des risques en matière de santé et sécurité du travail. Quelle est la qualité du camp forestier? Est-ce qu'on assure finalement de l'eau potable? Parce que oui, c'est un enjeu dans les camps forestiers du Québec notamment. Etc. Donc, très intéressant, ce n'est pas nécessairement par la mobilisation active. On dit souvent que le droit du travail est complaint-driven, comme on dit en anglais, mais ici, c'est l'inverse. C'est par un acteur qui est tiers à la mise en œuvre, normalement, des droits au travail qui va intervenir et par un système d'audit qui va s'assurer le respect d'un certain socle de droits au travail. Alors, est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a révolutionné les conditions de travail dans ce secteur d'activité-là? Bien, il faut quand même être un peu modeste et la réponse, c'est non. Or, ce que les travailleurs nous ont dit, parce que quand nous sommes allés sur le terrain en région éloignée, aller observer les conditions dans lesquelles les travailleurs et travailleuses exécutent leurs conditions de travail, je peux vous dire qu'il y a une quantité de mouches, peu importe la période de l'année où on y va, avec lesquelles les travailleurs composent. Juste ça, je leur lève mon chapeau. Il en demeure pas moins que ce que tous les travailleurs nous ont dit, c'est que la norme qui est venue, disons, être mise en œuvre de façon plus effective, c'est tous les enjeux liés à la santé et sécurité du travail. Pourquoi? Parce qu'évidemment, les travailleurs dans ce secteur-là ont d'énormes risques de faire des coups de chaleur, par exemple. Ils travaillent au gros soleil toute la journée.
ou encore de faire face à un ours, c'est des risques un peu inusités pour les urbains, ou encore d'être piqué par un ordre de guêpes ou d'abeilles. Il y a différents risques. Et là, évidemment, c'est des gens qui travaillent sur un lopin de terre seuls. Et s'il arrive quelque chose, il y a des risques que personne ne les trouve avant un certain moment. Et ça a créé finalement cette certification, un changement de la gestion ou de la prévention des risques au travail par la mise en place de stratégies, de schémas d'action pour assurer justement une meilleure finalement protection de la santé et sécurité des travailleurs. Alors, ce côté-là est extrêmement intéressant. Maintenant, évidemment, ce que cette certification n'est pas venue changer, c'est toutes les doléances des travailleurs et des travailleuses en termes de baisse de leur salaire qu'ils ont connu au fil des années, parce qu'évidemment, les salaires, comme dans plein d'autres secteurs, ont stagné, alors que les travailleurs doivent assumer les coûts de l'achat de leurs outils de travail, de déplacement notamment, donc une stagnation des salaires, voire une baisse de leur salaire face à cette réalité-là. Cette norme-là ne vient pas réguler les conditions monétaires dans lesquelles s'exécute le travail, mais d'autres conditions, je dirais, plus normatives, notamment en matière de santé et sécurité du travail. Alors, intéressant, et je dirais le dernier commentaire là-dessus, ce qui est intéressant / inquiétant, c'est qu'évidemment, face à la présence de cette certification et de la présence d'audits effectués par le Bureau de la normalisation du Québec, on peut se poser la question, où sont les acteurs qui, normalement, sont chargés de mettre en œuvre les droits au travail, et nommément la CNESST? Bien, la CNESST est à peu près absente de ce secteur-là, évidemment pour des raisons liées à où sont situées les entreprises et où s'exécute le travail. Mais il y a réellement, et c'est ce qu'on constate, et on n'a pas pu mesurer ça vraiment concrètement, mais il y a clairement une délégation qui s'est faite vers le Bureau de la normalisation du Québec pour assurer finalement un certain socle de droit au travail et une absence presque totale de l'acteur inspectorat du travail dans ce secteur-là. Autre élément qui tient aussi à d'autres dynamiques, et on pourra y revenir après, c'est que malgré les doléances importantes qu'ont encore les travailleurs et travailleuses dans ce secteur-là, il y a peu, le taux de syndicalisation reste immensément faible dans ce secteur-là. Alors, je vais m'arrêter là-dessus pour tout de suite. Merci. Merci beaucoup, Dalia. Donc, un beau tour d'horizon sur différents cas, des cas où il y a des issues positives, mais il reste du travail à faire si on comprend bien dans le cas de Dalia. Je vous rappelle que si vous avez des questions à adresser aux panélistes, vous pouvez utiliser l'onglet questions-réponses dans le bas de l'écran, et moi, je pourrais faire l'intermédiaire pour interpeller nos panélistes. Donc, vous pouvez déjà planifier vos questions. Je vais essayer de garder un moment à la fin de la table ronde pour que on puisse revenir sur ces questions-là adressées aux panélistes. Et j'ai envie de vous emmener maintenant sur le dernier bloc. On va essayer de regrouper les deux questions pour être certain de passer au travers notre agenda. Donc, on a développé au sein du regroupement un cadre commun, un gabarit, notre fameux gabarit, pour essayer de comprendre comment se déroulent les expériences, l'expérimentation institutionnelle, comprendre le travail, la qualité du travail qui est en cours. Et ce cadre-là, donc, nous permet d'avoir une réflexion commune sur ces enjeux-là. Donc, à partir de ce cadre-là, à partir de ce cadre d'analyse-là, est-ce que vous pourriez nous indiquer, dans vos cas respectifs, comment il faut concevoir un travail de bonne ou de piètre qualité? Donc, quels seraient les facteurs pour vous qu'il faut considérer pour mieux comprendre la qualité du travail et peut-être insérer dans votre réponse, finalement, les points essentiels qu'il faut retenir pour notre réflexion commune pour poursuivre nos travaux dans le futur. Donc, quels seraient, selon vous, les points les plus essentiels dont il ne faut surtout pas oublier dans la réflexion et quels devraient être nos enjeux à l'agenda? Donc, cette fois-ci, on va commencer par Louise. Bon, c'est moi qui ai été tirée au sort. Merci. Je voudrais tantôt, je suis allée vite, là, je voudrais juste resituer rapidement avant de répondre. Je sais que j'ai 2 minutes, mais avant de répondre à la question de Mélanie,
que la grève coordonnée dans les résidences pour aînés privées en 2016-2017, dans une quarantaine de résidences, s'inscrivait dans la vague de mobilisation pour le 15 de l'heure, un salaire minimum à 15 de l'heure, parce que, bon, le syndicat était affilié à un syndicat américain, le CIU, bon. Et les gains ont été très faibles. Il y a une mobilisation forte, importante, gains faibles. De là, l'idée de demander un régime en vertu de la loi sur les décrets de convention collective dans le secteur et dans le secteur de l'aide à domicile dans le contexte de la pandémie. Parce que dans le contexte de la pandémie, la pénurie de main-d'œuvre qui existait auparavant s'est accrue là, pour différentes raisons sur lesquelles je pense que je n'ai pas besoin d'insister. Donc, il y a eu cette demande, mais qui n'a pas trouvé réponse pour l'instant de la part du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité au Québec. Là. Mais et dans un contexte où, dans plusieurs pays, il y a ce type, il y a des mobilisations de la société civile, de différents types de groupes pour demander qu'il y ait des solutions. Sauf que ça ne résout pas, comme je disais, la question de la représentation collective de ces travailleuses, majoritairement des femmes, comme je le disais, de ces préposés. Et donc, pour répondre à la question, sur quoi est important de travailler là, dans le but d'une amélioration du travail. Bon, à mon avis, d'abord, il faut une approche multidisciplinaire parce qu'on a besoin de voir les difficultés d'effectivité du droit du travail et je dirais même des droits de la personne, hein, parce que les droits à l'égalité, le droit à l'égalité se pose dans les secteurs que j'étudie où il y a une grande proportion de femmes racisées, de personnes migrantes. Par contre, même quand on voit, en tout cas dans mes secteurs, les revendications syndicales, comme je disais, ça laisse intact le problème de la représentation collective, que cette idée, oui, peut-être d'une convention collective qui serait étendue à l'ensemble du secteur pour améliorer les conditions salariales, puis une série d'autres éléments très importants, mais il reste qu'il n'y a pas de voix collective pour les travailleuses concernées dans un contexte comme celui-là, parce qu'elles ne seraient pas pour autant syndiquées dans leur milieu de travail. Donc, ce qui veut dire que ça nous ramène à un problème au problème de voir comment et à partir de la base, cette représentation collective peut se construire. Et là, je trouve que Philippe, c'est très intéressant l'expérience que tu présentes, très inspirant, parce que comment voir à partir de la base? Et donc là, ce que j'ai décidé de faire avec Marie-Hélène Deshaies, c'est d'aller voir, et c'est à venir, je n'ai pas de résultat à vous présenter, mais c'est d'avoir une approche qui est plus partir de l'expérience des travailleuses sur le terrain, parce que il y a des pratiques de solidarité, il y a des pratiques de résistance, il y a des pratiques de contestation, parfois entre travailleuses, parfois avec d'autres acteurs, actrices sociales, comme les personnes usagères des services, des proches aidantes, etc., ou d'autres types d'acteurs, d'actrices que je vais découvrir avec Marie-Hélène. Donc, c'est ça. C'est aussi de partir de la base, de partir de la parole des personnes directement concernées et de leurs pratiques sociales pour voir qu'est-ce qui existe déjà. Il y a, par exemple, avec les médias sociaux, des groupes Facebook qui peuvent exister. Il y a toutes sortes d'échanges dont il faut tenir compte parce que ça correspond peut-être pas aux pratiques traditionnelles de représentation collective, aux pratiques syndicales traditionnelles, mais il y a là quand même les bases d'autres types d'organisations, d'autres types de représentations, d'autres types. Et c'est ça qu'on veut aller voir sur le terrain. Donc, pour moi, c'est ça. C'est une approche compréhensive, c'est-à-dire qui part de l'expérience à la base des secteurs, des travailleuses concernées, au-delà des structures établies, étatiques, syndicales, entreprises, même organismes communautaires, pour terminer, parce que ce qu'on voit, c'est, oui, on peut étudier les alliances, syndicats, groupes communautaires. Là, on voit ici qu'un appui d'un groupe communautaire de personnes, d'un groupe de personnes qui défendent les droits des personnes en situation de handicap, mais
l'espèce d'alliance, de germe d'alliance qui se construit, elle est autour du plus petit dénominateur commun, qui est le problème de la pénurie du personnel que le groupe communautaire veut résoudre à travers une revendication salariale essentiellement. Ce qui laisse intact tout le problème d'accès effectif au droit du travail, de représentation collective et bien d'autres problèmes. Donc, une alliance autour du plus petit dénominateur commun, ça ne résout pas le problème du travail, de l'amélioration du travail, nécessairement. Donc, voilà, je pense que de revenir à la base, on va essayer et on vous en donnera des nouvelles. Merci beaucoup, Louise. Donc, peut-être pour continuer, comme vous avez des cas ou des approches semblables, Philippe, est-ce que tu as envie d'embarquer? Oui, parfait, merci. J'essaierai de ne pas être long non plus, moi aussi. Louise, je te rejoins tout à fait sur ce thème-là. Sur la question, que dit votre recherche sur la façon dont nous devrions concevoir le travail de bonne et de piètre qualité. Comme disait monsieur de la Palisse, il n'y a pas d'amour sans amour. On peut dire il n'y a pas de bon travail ou de travail décent, là, sans que les acteurs non plus ne se reconnaissent en fait dans ces catégories-là. Et c'est ça que j'avais envie de mettre en évidence, c'est que je pense que comme chercheur, on doit concevoir le travail de qualité ou le travail décent, on peut l'appeler comme on veut, selon les catégories en fait de sens que les acteurs, à la base, attachent à leur propre travail. Et je pense que c'est une évidence, là, c'est une lapalissade pure, mais je pense que ça nous amène à la fois sur, je dirais, une approche heuristique des choses et aussi une approche théorique particulière des phénomènes d'institutionnalisation qui nous amène un peu à corriger les choses. Je prends peut-être juste un exemple, la question de la précarité, le concept de précarité qui est central dans notre champ disciplinaire. Dans le domaine artistique, les artistes font jamais référence à ça. Ils vont parler, certes, d'usure, d'inconstance de leur métier, qui s'opposent dans le domaine de la danse là, aux catégories du vivant, voire du sacré, mais ils ne vont jamais parler de précarité, de leurs conditions de travail. Et je pense que dans notre matrice conceptuelle sur l'expérimentation institutionnelle, on a, je reprends là juste pour les citer, la diminution des risques économiques et sociaux, les questions d'autonomie et de contrôle sur le travail, mais aussi la dernière chose, la question de l'expressivité au travail. Et moi, je pense que cette question-là est centrale, en fait. On peut l'aborder, la question de l'expressivité, de plein de manières différentes, mais la place que le travail occupe dans la société. Dalia, tu as parlé tout à l'heure là, des travailleurs forestiers. Effectivement, quand tu es au fin fond du bois, en région très, très éloignée, là, quelle est la place de ces gens-là? Quelle place on leur accorde dans… c'est une main-d'œuvre qui est totalement inconnue dans le domaine des services. C'est la même chose dans les domaines artistiques aussi. Et dans ce domaine-là, je pense que ça porte sur toute une série de catégories de choses qui ne sont pas toujours là où les chercheurs l'attendent. La question de la reconnaissance du travail d'artiste, si on reprend la question de la transition de carrière, n'est pas nécessairement là où les chercheurs le voyaient, ni même en fait les acteurs traditionnels, institutionnels du domaine artistique. Par exemple, croire que la transition de carrière, c'est de sortir du métier. Je ne suis pas sûr, et puis nos travaux montrent que les artistes, c'est sûr qu'ils savent que pour toute une série de raisons, notamment des facteurs physiques liés à leur santé, leurs conditions physiques, ils ne pourront plus faire ce même métier, mais veulent-ils pour autant sortir définitivement du métier? C'est pas vraiment certain. Donc, ces questions de sens et registres en fait subjectifs que les gens attachent à leur métier, moi je pense là, est tout à fait au cœur des choses et sont extrêmement puissants sur le plan à la fois analytique et de l'action. Là, j'ai parlé tout à l'heure de la différence entre le statut de l'artiste et la réalité de leur travail, ou de l'action publique dans les domaines artistiques et la réalité des besoins et des enjeux. Là, c'est quelque chose qui est vraiment central. Je termine sur la dernière question. Je serai très rapide sur cette question-là. Là, donc, quels sont les points à retenir de notre réflexion sur l'expérimentation institutionnelle? C'est ça.
Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer en fait aussi la très grande hétérogénéité des milieux auxquels on s'intéresse. Là aussi, on parle des artistes ou des travailleurs forestiers. On est dans des domaines, qu'on le veuille ou non, qui sont extrêmement hétérogènes, qui sont sexués, qui sont dans le travail artistique, et puis ça varie d'un domaine à l'autre, mais la danse est 75% de femmes. Bon, on est dans des milieux qui sont sexués, qui sont segmentés, qui font face aussi à des enjeux en fait qui sont parfois très contrastés. Les gens sont touchés différemment par certaines choses, et je pense qu'il faut prendre en compte en fait la multiplicité des réseaux, des problématiques là plutôt que de voir ça d'une manière homogène. Dans le domaine de la précarité, je termine là-dessus, on n'est pas non plus dans une précarité qui est uniquement, on pourrait dire, économique ou ni même statutaire sur le plan juridique, là, mais on est dans une précarité là, qui est plurielle en fait et qui touche à toute une série d'autres choses en fait que ça, mais c'est une précarité aussi qui est professionnelle, qui est identitaire, etc. Donc, prendre en compte cette diversité plutôt que de l'englober ou de la réduire là, à un ou deux facteurs explicatifs. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. Donc, avant de passer à Urvana, on a un commentaire de nos participants, en fait, un commentaire de Grégor qui nous dit, bien, en lien puis en s'inspirant de ce que Philippe et de Louise ont mentionné, il faut regarder aussi cette expressivité du travail d'une manière probablement différente là, de la part des chercheurs. Donc, Grégor nous dit, entre autres dans les exemples des régimes au Vietnam et en Chine où les revendications passent difficilement par les syndicats officiels, il y a nécessairement une prolifération des formes d'expression et de regroupement, donc web chat, Facebook, maison de chambre, etc. Donc, comme chercheur, ce que moi, ça me dit, c'est que ça nous interpelle à élargir nos méthodes traditionnelles de recherche et de changer nos façons de faire pour aller capter toutes ces subtilités-là et d'aller chercher ces formes d'expression-là qui ne sont plus traditionnelles et qui passent par nécessairement d'autres réseaux. Donc, merci beaucoup, Grégor, pour le commentaire. Il nous reste 15 minutes. Donc, Dalia, Urvana d'abord, Dalia ensuite. S'il y a des questions, indiquez-nous-les tout de suite parce que je ferai signe aux panélistes qu'on a une question de la salle. Alors, merci beaucoup Mélanie, puis merci à tous les panélistes pour votre présentation. Et Philippe, je pense que tu mets le doigt sur un aspect important, c'est effectivement la question de l'expressivité du travail qui souvent va permettre au fond de réguler un certain nombre de risques économiques et sociaux, d'une meilleure autonomie ou un meilleur contrôle à l'égard du travail. Donc, je dirais qu'il est souvent la résultante de tout ça, mais aussi le point de départ. Alors, c'est un peu paradoxal, mais j'ai l'impression qu'on est dans un mouvement circulaire et qu'aujourd'hui, et surtout avec le cas d'expérimentation que mes collègues et moi avons étudié, donc dans l'industrie du taxi, on observe depuis plusieurs années donc ces plateformes numériques. Au début de cette présentation, je parlais d'effeuillage parce que pour moi, Uber est une espèce d'hydre à plusieurs têtes et j'ai l'impression qu'on connaît qu'une partie de son activité et pourtant sa place à l'intérieur de nos économies continue de s'étendre et cette expansion se fait souvent à la lumière et en fonction des données qui sont captées, souvent à notre insu, par méconnaissance, parce que c'est extrêmement sophistiqué, mais toute cette régulation des secteurs de l'activité économique qui autrefois était de la connaissance de nos gouvernements, qui allaient pouvoir réguler les choses, définir des paramètres, tout ça échappe à l'État. Donc c'est les observations qu'on a pu faire récemment. Alors je vais revenir sur donc cette troisième question pour brosser brièvement les effets de cette expérimentation sur les risques économiques, sociaux, l'autonomie du contrôle et l'expressivité. Alors, en premier lieu, sur les risques économiques et sociaux, il est certain qu'un chauffeur d'Uber endosse davantage de risques économiques et sociaux. Je vous l'avais dit tout à l'heure que notre cadre réglementaire s'appuyait sur un contrôle de la qualité, un contrôle de la quantité, donc du nombre de permis, mais aussi un contrôle économique, c'est-à-dire la détermination des prix de façon à avoir des prix qui soient équitables et
et réguliers. Or, tout ça a volé en éclats. Et Uber, au départ, avait bien avancé le fait que on n'est pas des chauffeurs professionnels, hein, on est des chauffeurs à la petite semaine, c'est-à-dire on travaille un peu moins de 10 heures. En tout cas, c'est ce qui était avancé à l'Assemblée nationale et dans son mémoire. Donc, par conséquent, ça justifiait le fait que ces chauffeurs, ces partenaires, entre guillemets, soient extraits de ce cadre réglementaire. Alors, ce qu'on peut constater, c'est que globalement, on observe une déprofessionnalisation, ça c'est inévitable parce que toutes les questions de qualité, c'est-à-dire de formation qui étaient requises, ont diminué de façon notable. On observe vraiment une fissurisation, hein, parce que ces chauffeurs d'Uber, et puis encore une fois, là, nous n'avons pas fait une étude sur les conditions de travail des chauffeurs d'Uber. Ce qu'on a observé vraiment, c'est un plus haut niveau, c'est-à-dire l'action réglementaire qui entoure l'arrivée d'Uber. Donc, on est placé à un niveau un peu plus élevé qui nous permet difficilement de conclure de façon très certaine sur ces aspects-là. Mais ce qu'on a pu observer à l'intérieur de la jurisprudence, c'est effectivement les outils de travail, c'est la voiture et non pas l'employeur qui fournit cet outil de travail. Donc, par conséquent, le chauffeur assume l'entièreté des risques. Il s'assure, désormais c'est le cas, mais ça n'a pas toujours été le cas, il s'assure de façon professionnelle pour pouvoir être couvert en cas de bris ou d'accident. Mais il reste que c'est lui qui assume les risques et souvent le décompte qui est fait entre le revenu capté par cette activité momentanée, ou même si elle n'est pas momentanée, elle peut être à temps plein, et les risques ainsi que les coûts qui sont associés à l'exploitation de ce capital. C'est rarement un calcul qui est très rationnel. Ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a une hémorragie au niveau des temps parce que comme on a débridé le nombre de permis de taxi, forcément, il y a une concurrence plus vive et par conséquent, le temps que passent les chauffeurs à attendre le travail est plus long. Par conséquent, d'autres aspects de la vie sociale et de la vie familiale sont délaissés en conséquence. En tout cas, c'est l'hypothèse que nous pouvons faire. Sur l'autonomie et le contrôle du travail, il est certain que, et je l'avais dit un peu plus tôt, que l'algorithme, au fond, au départ, était quelque chose qui était vu de façon neutre par les observateurs. Puis progressivement, les jurisprudences du monde entier ont pu déceler à travers cet algorithme des liens de subordination juridique qui sont encore plus évidents, je dirais, que la profession de chauffeur de taxi traditionnelle qu'on pouvait observer il y a quelques décennies ou il y a une dizaine d'années. Alors, au Québec, ce débat n'a pas été mené, probablement il ne sera pas mené, mais il reste que cet algorithme-là intensifie le lien de subordination juridique à nous, comme juristes, je dirais, et même comme citoyens, d'être capables justement de le mettre en lumière, sans compter que cet algorithme capte nombre de déplacements, de données dont il tire de façon jalouse et de façon unique et solitaire l'ensemble des bénéfices. Autre point sur le contrôle du travail, ce qu'on a pu observer avec Isabelle Martin lorsqu'on a étudié les contrats qui unissent le chauffeur à Uber, c'est ces fameuses clauses compromissoires, donc des clauses d'arbitrage qui sont à l'intérieur des contrats et qui rendent plus délicat et plus difficile l'accès à la justice de ces travailleurs-là. Donc ça, c'est une autre problématique. Et troisième volet sur l'expressivité, on peut difficilement penser qu'aujourd'hui la profession de chauffeur de taxi est encore une profession. C'est certain que la représentation sociale que se faisait le chauffeur autrefois n'est plus du tout d'actualité. Donc ça, c'est le premier point. Puis l'autre point, c'est tout l'impact sociétal
Donc, je vous ai parlé un peu plus tôt de l'acteur politique qui est Uber, qui constitue, et ça c'est la recherche que nous avons menée tout récemment avec Lucie Morissette, constitue une préoccupation majeure. Mais au-delà de ça, des enjeux de société tels que le développement durable, tout ce qui est lié, en fait, Uber s'est avancé comme étant une solution à la congestion urbaine. On peut difficilement aujourd'hui dire que c'est le cas, puisque il y a plusieurs études démontrent qu'au contraire, il y a une plus grande pollution et un abandon de la part des consommateurs du transport collectif, ce qui constitue vraiment un problème. Alors, dernier point, je vais être rapide sur la question des conclusions, des points à retenir. Je dirais que l'analyse longitudinale, dans notre cas, a été extrêmement pertinente pour voir le vocabulaire, ne serait-ce qu'au niveau des idées, qu'est-ce qui est avancé et qu'est-ce qui est défendu devant l'Assemblée nationale. Donc, de voir à travers le temps comment un secteur est régulé. Donc, ça m'apparaît un point extrêmement important. Autre point qu'ont souligné mes collègues, l'analyse multidisciplinaire. Moi, j'ai été amenée, évidemment, au départ à traiter d'aspects beaucoup plus juridiques et de fil en aiguille d'amorcer, grâce à Lucie qui avait cet intérêt-là aussi sur la science politique. Et ça nous a énormément apporté d'avoir cette vision pluridisciplinaire. Et je dirais même parfois anthropologique sur certains aspects. Ça, c'est pas ce que nous avons défendu, mais ça peut être très pertinent. Et enfin, une dimension internationale qui m'apparaît essentielle sur ces enjeux-là, parce que Uber agit à travers le monde. Cette multinationale agit différemment et se modèle en fait différemment selon les réactions des pouvoirs publics dans chaque municipalité ou dans chaque pays. Alors, c'est intéressant et important de mener des analyses comparées parce qu'on sait un peu plus à la lumière de ces analyses comparées comment se comporte cette fameuse bête qui est Uber. Merci beaucoup de votre attention. J'étais un peu longue. Merci, Rovana. Donc, Dalia, tu seras la dernière intervenante et profites-en pour faire un wrap-up parce qu'après toi, je ne suis pas sûre que je vais avoir beaucoup de temps pour le faire. Donc... Bien, très, très, très rapidement, en fait, moi, encore une fois, dans cette perspective ou cette question très globale de se demander à quel point le droit du travail est susceptible d'améliorer les conditions dans lesquelles s'exécute le travail, bien, je pense un constat transversal qui sort de mes recherches, c'est qu'il faut vraiment porter une attention je dirais, à l'architecture des lois et des recours, de la coexistence, de la cohabitation, de cadres normatifs, de régimes normatifs, de normes. On le sait, le droit du travail est complexe, fragmenté, morcelé, et il y a des impacts de ça sur la qualité du travail. Et pour donner un exemple très, très concret, cette multiplication des recours et des normes, notamment à l'égard, par exemple, du harcèlement psychologique, qui a mené dans les milieux syndiqués, notamment, une importante judiciarisation. Et on peut vraiment se poser la question à savoir, face à cette architecture des droits et des recours, des conséquences que ça mène en termes de comment la mise en œuvre de ces droits se passe dans une perspective individuelle et ou collective, quel impact sur l'expressivité. Donc, je pense qu'il faut se poser la question sur c'est quoi l'architecture finalement de nos droits au travail pour comprendre les incidences que ça va avoir vraiment dans des contextes très, très, très locaux dans les milieux de travail quand ça redescend justement sur ces différentes facettes de l'amélioration, de la détérioration du travail. Le deuxième constat très transversal qui sort de mes recherches, c'est qu'à mon avis, encore une fois, dans une perspective de juriste qui s'intéresse au droit du travail, il va falloir dépasser l'analyse vraiment strictement interne du droit du travail parce que ce qu'on constate, c'est que justement l'amélioration, la détériorisation du travail dans une perspective de régulation juridique est le fruit maintenant d'un dialogue internormatif très, très fort. Et je vais donner 2 exemples pour illustrer ça. Le droit du travail, quand on pense aux travailleurs migrants, aux travailleurs qui ont un statut migratoire précaire, ne peut plus se réfléchir dans la stricte perspective des règles qui régulent le travail, mais il faut aussi considérer comment les règles issues d'un autre cadre normatif, qui est le droit de l'immigration, viennent dialoguer avec les normes du droit du travail, ont une incidence directe sur les risques auxquels font face les travailleurs et notamment leur expressivité, peut-être dans une perspective plus formelle, dans un accès à la syndicalisation. L'autre exemple que je vais vous donner, et je pense que Urvana a plein d'exemples à offrir sur cette question des effets du dialogue internormatif aussi, mais c'est la question, par exemple, du droit du travail avec les régimes de protection sociale. C'est-à-dire que si on prend l'exemple des travailleurs dans la foresterie, dans la sylviculture,
l'agriculture, bien, ces travailleurs-là vont s'assurer de travailler un certain nombre d'heures pour avoir accès à l'assurance emploi. Et ça va vraiment surdéterminer de façon très forte les risques auxquels ils vont faire face, notamment en termes d'heures de travail, d'intensité du travail, d'extensification du travail et tout ça. Et donc, on ne peut plus réfléchir dans une perspective interne, mais vraiment réfléchir aux effets de ces dialogues internormatifs sur la capacité de ces normes censées protéger les travailleurs de réaliser finalement cette fonction de protection. Alors, je vais m'arrêter ici, peut-être pour quelques minutes de synthèse, Mélanie. Non, bien, merci beaucoup. En fait, ce que je retiens de vos présentations, c'est que quand même les normes ou les facteurs qu'on s'est donnés comme groupe pour juger de la qualité ou de la mauvaise ou de la bonne qualité du travail ressortent clairement de vos cas, peu importe comment ils vont les appeler, hein, peut-être qu'on ne parlera pas de précarité nécessairement, mais on voit quand même que pour les différents cas, les diverses formes de sécurité qui est offerte aux travailleurs semblent importantes pour justifier de la qualité d'un travail, que ce soit la sécurité physique, la sécurité financière, etc. Donc, ce facteur-là semble ressortir beaucoup de vos cas. On voit aussi qu'il y a des actions qui sont prises, pas nécessairement des actions traditionnelles, des formes d'actions collectives qui vont permettre de protéger l'autonomie professionnelle, essayer d'aller chercher un meilleur contrôle sur leur travail ou leur transition de carrière. Et ces différentes expériences-là montrent qu'il y a des nouvelles formes d'expression dans les milieux de travail qu'il faut aller saisir comme chercheur. Et ce que vous nous avez bien illustré, c'est qu'il faut varier nos méthodes pour aller chercher ces différentes formes d'expression-là. Ils ne sont plus dans les formes traditionnelles. Il faut faire des analyses longitudinales, multidisciplinaires et même internationales parce que maintenant, les entreprises s'organisent à l'échelle internationale. Et il nous reste 2 minutes et il y a une question d'Isabelle Martin, puis vous avez le droit de répondre juste en 1 ou 2 mots. Je pense que c'est une excellente question qui va clore cette belle table ronde. Isabelle nous demande, d'abord, elle vous remercie pour vos commentaires qui sont éclairants et informés par vos travaux. Si vous aviez juste une condition de travail à changer pour que le travail dans le secteur que vous avez ciblé devienne un travail de qualité, quelle serait cette condition de travail-là? Louise. Encore? Alors, je vais me permettre de répondre pas exactement sur la question, mais pour moi, l'enjeu actuellement, c'est l'égalité devant les droits de représentation collective. Parce que le mouvement Black Lives Matter, le mouvement, la 4e, 5e vague du mouvement féministe aussi pose comme question. L'égalité devant la possibilité d'avoir une voix collective dans la société. Et si elle n'est pas possible dans la sphère du travail, en ce moment, elle s'exerce à l'extérieur de la sphère du travail. Donc, comment elle peut s'exercer dans la sphère du travail? Voilà. Merci, Louise. Urvana? Il y a plusieurs choses, mais la première chose qui m'est venue en tête, c'est vraiment le temps d'attente, qui, à mon avis, est majeur, qui aujourd'hui, dans plusieurs professions d'ailleurs, est un enjeu majeur. Donc aujourd'hui, les entreprises s'adossent sur ce temps d'attente. C'est l'ensemble du travail, en fait, c'est le travailleur qui prend ce risque-là, de ne pas être rémunéré et d'attendre le travail. Et puis, songer à de nouveaux mécanismes de représentation. En tout cas, il va falloir songer ça sérieusement. Coopérative, je ne sais pas. Merci. Philippe? Pour les artistes qui sont assimilés à des travailleurs autonomes, ce sont pour la majorité d'entre eux des travailleurs autonomes, des travailleuses autonomes, l'accès au droit du travail ou l'accès à un statut qui leur permet d'avoir une protection équivalente à celle des salariés, ceux qui sont, dans les faits, même chose en termes de protection sociale. Merci beaucoup. Finalement, Dalia? Et moi, je dirais que ce sont les normes en matière de durée du travail. Je pense que ça fait écho à ce que Urvana a dit, c'est-à-dire que ce qu'on constate, c'est des phénomènes d'extensification du travail, le travail qui s'allonge dans une pluralité de secteurs et qui devient de plus en plus intense, la charge de travail qui augmente. Et la question, c'est évidemment cette augmentation de la durée du travail ou cette difficulté de baliser la prévisibilité et la stabilité du temps de travail, ces 2 enjeux réels dans une multiplicité de secteurs,
font en sorte que les travailleurs font face à différents risques et leur expressivité collective peut être plus contrainte justement par le travail qui prend de plus en plus place. Donc, il va falloir réfléchir à comment on encadre, à mon avis, la durée du travail dans son entièreté, notamment justement dans les périodes de non-travail, les périodes théoriquement destinées au non-travail. Bien, il me reste à vous remercier, chers panélistes. Merci pour vos partages, votre générosité ce matin. Je vous invite aussi, il y a une deuxième table ronde qui va suivre là, à 10h45. Cette table ronde-là va être en anglais, mais il y aura traduction simultanée. Donc, merci beaucoup pour votre rapport. Merci à tous les gens dans la salle qui ont donné des commentaires et qui ont participé. Donc, à bientôt. On se revoit après la pause.